Alors, si vous le voulez bien, on va passer au deuxième thème, et à la deuxième partie de ce débat. La structuration, parce que c'est pour ça qu'on est là aussi, c'est pour parler de cela, la structuration d'une filière wallonne de la silver economy. Donc, vous le savez, le groupe CDH porte une résolution qui va être soumise à débat d'ici quelques temps. Les autres groupes politiques de ce Parlement de Wallonie ont également co-signé la résolution du CDH. Quelles opportunités sociales, humaines, économiques seraient amenées par la création d'une telle filière? Quels sont les avantages d'une filière structurée? Comment cela favoriserait-il également le développement de PME, de TPE, dans ce domaine? Je vais me tourner vers M. Urvois. Donc, vous avez été amené, dans le cadre de vos occupations professionnelles, à réfléchir à la structuration de cette filière. Alors, éclairez-nous un peu sur cette réflexion. Aujourd'hui, ça fait donc une vingtaine d'années qu'on travaille sur la problématique des seniors. Et on a énormément, et certains sont ici d'ailleurs, de porteurs de projets qui viennent nous voir en disant « Tiens, on voudrait développer telle et telle chose ». La même chose certainement par rapport à ce que vous développez sur Paris. Et puis, on a quoi comme possibilité? Où est-ce qu'on peut trouver une information? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Comment est-ce qu'on peut se connecter aux autres personnes, éventuellement trouver des synergies à développer? Et aujourd'hui, je pense qu'un projet comme celui-ci permettrait de développer ça, avec un impact derrière clairement économique pour la région, qui se permettrait de développer des entreprises, de développer de l'emploi. Ça, on en a pas mal parlé. C'est pour moi aussi un projet sociétal, puisqu'on remet quand même la population qui quand même représente aujourd'hui la majorité au cœur de la société. Et puis derrière aussi une opportunité en termes de développement international. On en parlait avant d'arriver. La problématique des seniors, elle arrive partout. L'Europe fait partie, avec le Japon et les États-Unis, des pays les plus développés. Ça serait dommage qu'on en arrive, comme dans certains pays, comme au Japon par exemple, à développer des prisons adaptées aux seniors, parce qu'en effet, les gens n'ont pas les moyens de subvenir à leurs besoins. Ils font des petits larcins pour finir en prison, être logés, nourris, blanchis. Et on adapte, on fait des prisons complètement à plat, avec tout ce qu'on a discuté au niveau de l'aménagement. Et voilà, donc ça serait dommage d'en arriver là, sachant qu'on a les opportunités aujourd'hui de pouvoir faire les choses, certes, relativement tard, parce qu'aujourd'hui, on est dans le problème, mais voilà, il y a pas mal de choses qui peuvent être faites derrière. Donc il y a une vraie demande au niveau des entreprises, mais à côté de ça, il y a aussi une vraie demande au niveau des seniors, et j'en parlais tout à l'heure, où on voit une population qui est réellement en demande et qui a réellement les moyens. Et donc, du coup, qui offre une opportunité de développement. Aujourd'hui, quand moi j'ai des banques qui viennent me voir, et je ne citerai pas les noms, mais j'ai des gros groupes bancaires qui viennent me voir, qui me sortent des chiffres astronomiques sur les comptes épargne des seniors avec de l'argent qui dort, on voit le potentiel derrière de ce que ça pourrait permettre de développer, et surtout dans le cadre où on est aujourd'hui économiquement de manière globale. Merci, M. Dandlé. Est-ce que au niveau des PME, des très petites entreprises, est-ce que vous voyez un avantage de créer une telle filière Silver Economy? C'est certain qu'il y a un avantage qui existe. Hein. Le problème, c'est de le quantifier à l'heure actuelle. Le problème, c'est de chiffrer une économie qui est encore à l'heure actuelle beaucoup trop hétérogène. Les acteurs ne se rencontrent pas, ne se connaissent pas. Je pense que c'est le meilleur message qu'on puisse donner tout à l'heure, c'est de mettre les gens en contact, quoi. Donc de fédérer, de structurer cette économie pour justement lui donner des conditions d'émergence. Alors nous, on est au cœur de tout ça en tant qu'organisation de défense des indépendants. À force de trop structurer, on en vient à brimer l'initiative. Donc je pense que flexibilité, conditions de facilitation à la démarche et incitant. Parce que, voilà, à l'heure actuelle, l'économie des seniors, c'est une économie principalement qui est taxée. On l'a vu dernièrement, j'en ai parlé. Moi, j'ai l'expérience d'une voisine qui a fait un AVC dans sa maison, prise en charge un jour et demi après l'AVC, donc totalement impossible à récupérer via des prestations de logopédie pour essayer de réhabiliter la communication verbale, prestations de logopédie qui sont passées de 260
260 prestations remboursées à 80. Ce que vous voulez faire avec 80 prestations remboursées sur une personne qui est hémiplégique et qui a les plus grandes difficultés à communiquer. Donc voilà, on en est dans un système où on parle de faciliter pour les personnes du troisième âge l'accès à une nouvelle économie, alors que toutes les politiques actuelles en matière de soins de santé font l'inverse. Donc voilà, c'est ça la question. Voilà. Rapidement, Monsieur Legros. Oui, je prends tout à fait un autre exemple. Je participe à une société pour un tiers qui s'appelle ID4Care, Innovation et Design au service du soin. Design, non stigmatisation. Voilà, un exemple très très concret. Je viens de lancer un projet de la fabrication d'un prototypage d'un relax médicalisé. Donc on va retrouver en maison de repos, en MRS. Pourquoi? C'est au départ donc d'une réflexion économique. Actuellement, le marché belge, en termes de distribution, est pris. Je ne vais pas citer de marque, mais il y a les Français de Navaille, Toulouse, il y a une autre marque. Voilà, je dis, faire un copier-coller, ça ne nous intéresse pas. Donc, innovons. Alors, c'est quoi l'innovation? On ne va pas réinventer non plus le fauteuil roulant. Mais voyons comment. Donc, moi, j'ai déjà une expertise qui a 20 ans, mais allons chercher l'expertise. Donnons pour une fois la parole aux utilisateurs. Et pas seulement aux personnes, mais aux personnes qui l'utilisent au quotidien. Je suis donc à l'hôpital de la Citadelle de Liège avec les acheteurs, donc mes futurs acheteurs, ceux qui écrivent le cahier des charges en marché public. Et on discute de la chose en amont. Ensuite, je suis dans une maison de repos et de soins, je ne vais pas citer de nom, avec les chefs kinés. Et ils nous ont accueillis, mais à bras ouverts. J'avais toute la génération de relax depuis 1970 jusqu'au dernier né de la dernière firme qu'ils achètent, avec tout un cahier des charges prêt. Mon ingénieur est avec moi, c'est très agréable, on se rencontre, on fait de nouveaux copains, je veux dire parce qu'on se respecte tout simplement, parce qu'on travaille ensemble, dans le paradigme que je donnais tout à l'heure. Et bien maintenant, nous en sommes déjà à la finalisation d'un premier cahier des charges de prototypage. En juin, on va en sortir. Donc, la société investit et on se rend compte, par exemple, on a des retours que le sac d'urine ou l'accessoirisation potence, eh bien c'est très important de la cacher, voilà, parce qu'autrement on ne descend pas de sa chambre dans la collectivité. Donc les gens qui travaillent au quotidien avec les personnes rencontrent les vraies problématiques et viennent vraiment nourrir. Donc on se met au service de la personne et on fabrique un outil par rapport à un milieu déterminé. Ça sera peut-être différent au Portugal, chez mon épouse qui est portugaise, etc. Donc c'est culturel égal, mais en tout cas ici on a besoin de ça. En tout cas c'est ce qui m'est renvoyé. Eh bien j'ai le sentiment comme entrepreneur de bien travailler. Il y a une valeur ajoutée sur le plan humain. Voilà, ça c'est un exemple. L'autre exemple, je ne vais pas le développer, on a parlé en architecture de l'aménagement domicile. Mais vous savez, on a évoqué, souvent une des premières choses, c'est on enlève une baignoire, on met une douche, d'accord, sur l'accessibilité. C'est valable pour tout le monde, je vous conseille la douche, si vous vous cassez la patte à l'âge de 25 ans, enfin, etc. etc. Mais quels matériaux? Quels matériaux et à quel prix? Quelle mise en œuvre? Quelle est la réception de cette mise en œuvre? Y a-t-il une labellisation, Wallon, puisque ça coûte à la collectivité, même si c'est via la VIC aujourd'hui une dépense qui est faite, on constate que les ergonomes arrivent, que ce soit Solival ou d'autres, voilà, on fait le boulot, mais il n'y a même pas de réception des travaux. Donc, il faut pas... Donc, les matériaux, qu'est-ce qu'on va utiliser? Bien sûr, il y a les normes, mais ça, tout le monde les connaît. Le type de matériaux, la raison économique, est-ce que tout le monde peut se le permettre? Et ensuite, est-ce que le travail est bien réalisé? Est-ce qu'on labellise des entreprises pour le faire, etc. etc. Donc, il y a du boulot, mais même sur des choses extrêmement concrètes. Et là, on ne parle pas vraiment d'innovation, mais on parle de choses qu'on connaît. Voilà, j'ai terminé, mais là, ce sont des nouveaux métiers aussi. Je pense qu'en fouillant un peu, en descendant dans le concret des choses, vous allez dégager énormément de nouvelles activités et de la formation derrière. Je travaille aussi avec Saint-Luc, donc je suis avec les professeurs de Saint-Luc en design, évidemment, et ben oui, c'est intéressant, il faut travailler avec les jeunes. Ils ont de très bonnes idées. Rapidement, Monsieur Urvois, et puis je vais enfoncer une porte ouverte, à mon avis, avec Monsieur Pigny. Voilà. Je voulais juste compléter parce que je trouve intéressant. Et en effet, je rejoins complètement ce qui vient d'être dit. C'est que si le projet aboutit et quelle qu'en soit la forme, l'élément central, ça sera de toute façon de créer des synergies et des éléments où toutes les entreprises vont pouvoir se retrouver et de la possibilité justement de rentrer dans des études et des possibilités de se consulter tous entre eux, spécialistes entre guillemets, mais aussi non spécialistes, et que tout le monde puisse s'intégrer dans ce projet-là. Et c'est ce qui fait la force, je pense, aussi de ce qui est développé en France et qui malheureusement fait défaut ici en Belgique, où on a beaucoup d'acteurs qui se retrouvent entre eux, tout seuls dans leur coin,
sans connaître les gens et qui n'ont pas les connexions que vous avez la chance d'avoir ou que vous avez la chance d'avoir. Et aujourd'hui, on se retrouve avec beaucoup de gens qui ont envie de faire les choses, et j'en vois quelques-uns, moi en tout cas, ici dans la pièce, et qui me disent, ok, je fais quoi ? Concrètement, on fait quoi, comment ? Et c'est là où un vrai projet, avec un vrai développement, et qui sort d'un cadre politique, mais vraiment plutôt porté par des gens qui sont concrètement dedans, qui connaissent, qui sont en contact permanent, permettrait de développer, en effet, un vrai potentiel et un vrai développement avec des jeunes et moins jeunes en termes de développement de start-up et d'entreprise. Je m'excuse d'intervenir, mais c'est tellement le sujet qu'a gouverné ma thèse que je suis obligé, je l'ai vécu, quoi. C'est-à-dire que le professeur de médecine qui arrive dans un jury où on va donner 100 000 € à un projet qui dit « ça, c'est nul ». Pourquoi ? Parce que vous apercevez qu'en fait, il a le projet de son cousin dans lequel il a des parts, il est en conflit d'intérêts. Beaucoup de subjectivité dans la finance quand on donne de l'argent à des projets d'innovation. Donc nous, on a mis de la rigueur et de la science, de l'objectivité. C'est-à-dire que on peut avoir un super mec, un super costard qui va nous faire une belle démonstration avec un beau PowerPoint. On s'en fout de ça. Montre-nous que ce que tu dis est vrai, les preuves. Et pas les preuves du résultat, la logique qui a fait que tu as produit ce résultat. Et nous, on est dans ça. Et la deuxième chose que je voulais vous dire, et c'est pour ça que je me suis permis de prendre la parole, c'est que pour mettre en place des gouvernances, des structures comme Silver Valley, c'est pas comme ça, hop, on la met en place. On a mis au même niveau le président de la région Île-de-France et le porteur de projet et le professeur de je sais pas quoi et la centrale d'achat de je sais pas quoi et la multinationale et le cabinet de conseil et la structure d'investissement au même niveau. Une voix égale une personne. Et après ça, on a fait un management des peurs, des attraits, des tentations de ces personnes-là à créer un objectif commun qui est la structure Silver Valley. Et l'objectif, je vous le dis simplement, mais les peurs, les attraits et tentations, c'est les risques, les objectifs et les moyens et les valeurs. Et ça nous a permis de structurer Silver Valley. À 60 personnes en participation très active, on a fait un plan d'action de 345 actions, je ne sais pas si vous vous rendez compte, dans lequel on disait dès le départ, il faudra que votre modèle économique et votre budget soient équilibrés 50-50. 2 ans après, avant qu'on s'appelle Silver Valley, toutes les actions avaient été faites. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu, les gens sont intervenus, ils ont dit ça il faut le faire, ça il faut le faire. Il faut le faire, fais-le. Arrête de le dire et fais-le. Et ça même des pouvoirs publics. Donc ça a été très intéressant de voir que ça c'est un résultat abouti d'un management participatif. Et c'est pour ça que je me suis permis de réagir. Merci Monsieur Zimmer. Monsieur Pigné. Quelle porte ouverte voulez-vous que j'ouvre ? Tout à l'heure, vous nous avez dit, avec silvereco.fr, vous avez recensé 1850 entreprises actives dans la silver economy. Donc, j'imagine que c'est porteur, cette filière au niveau économique, c'est porteur pour les PME, c'est porteur pour les très petites entreprises. Alors déjà, on n'a pas attendu d'appeler ça Silver Economy pour qu'il y ait des entreprises qui s'y intéressent. Le marché des seniors et la Silver Economy n'est pas né il y a 3 ans. Moi, ça fait 15 ans que j'y travaille. On est nombreux autour de la table à y travailler depuis longtemps. Ceci étant dit, ça a attiré du monde. Et c'est là que le politique a fait son travail en France. Et à juste titre, a abandonné le bébé. C'est une bonne chose que le politique, à un moment, ait laissé le bébé vivre tout seul pour que les entrepreneurs s'en emparent. Petite astuce politique aussi. Michel Delaunay disait « nous » quand elle parlait des personnes âgées. Elle a toujours dit « nous ». Et ça a été super bien perçu par tout le monde. Plutôt que d'avoir parfois des sénateurs assez âgés français qui parlent des personnes âgées, alors qui sont plus vieux que les personnes non dites. Bref. Si les politiques ont abandonné, il y a eu un effet filière. Il y a eu un effet filière qui est très très bien porté par le logo qui a été déposé, qui a été très fédérateur. Donc ça a été un point très positif qui a été développé. Et ça a permis à la presse de s'emparer. Forcément, les politiques sont souvent suivis par la presse. Donc ça a permis à la presse de s'emparer, ça a permis à la presse de demander à des acteurs, des pseudo-experts qui sont nés d'intervenir, et ça a permis de faire parler, ça a permis à des structures telles que les syndicats de se mettre en place, des clusters, Silver Valley, d'autres. Ça a permis de s'intéresser tout simplement. Ça a permis également à des entrepreneurs de se lancer sur ce créneau-là.
Il reste plein de choses à faire. Hein. Tout à l'heure, vous parliez de la formation. Il faut qu'en termes de formation, on rende sexy encore le vieillissement de la population, un peu funky. Hein. Et on a du mal. Hein. Moi, j'ai fait une intervention dans une école de design. Ils étaient tous en train de dessiner des voitures, des beaux objets, etc. Je leur ai dit finalement, les vieux, vous en foutez. Ils m'ont dit oui. Donc, il y a un travail quand même. Donc, j'ai un peu ramé pour essayer de leur dire, vous allez voir, c'est super sexy. S'il y a au moins 2 personnes qui dans la salle, ils étaient une trentaine, s'intéressent à ça, vous allez tout de suite trouver du boulot. Les autres, avec les voitures, vous allez voir un peu plus de concurrence. Donc effectivement, il y a 1850 entreprises qui se sont inscrites. Je suis en train de pianoter parce que je voulais vous montrer un truc. Qui sont inscrites sur l'annuaire. C'est 650 de plus que l'an dernier. Et c'était encore 600. Donc chaque année, on en référence 600. Notre travail n'est pas de dire ces entreprises-là sont bien ou pas. Notre travail est de dire recensez-vous. C'est un annuaire, je suis très très mal placé pour dire tel truc est bien, tel truc n'est pas bien. Surtout que dans le temps, parfois, il y a des trucs bien qui ne deviennent pas bien et inversement. Donc je ne suis surtout pas juge, y compris sur l'événement qu'on organise. Je suis pas membre du jury. C'est pas notre objectif. Et notre objectif, c'est de fédérer, c'est de faire en sorte que les gens se rencontrent, c'est de faire en sorte que les gens se reconnaissent dans cet annuaire, qu'il y en ait le plus possible. Et on y associe une application. Je vais montrer à la caméra. On y associe une application Silver Echo et par rapport à ce que tu disais, Christophe, si on avait l'équivalent dans la région wallonne aujourd'hui, je pourrais zoomer sur la rue dans laquelle je suis. Bon, je vais pas faire la démo tout de suite parce que bon, en l'occurrence, il n'y a pas de sociétés qui sont wallonies qui sont inscrites. Mais bon, si je suis sur Auxerre, on va s'apercevoir que dans un rayon de 20 km, il y a 3 acteurs de la Silver Economy qui sont inscrits. Tout ça, c'est entièrement gratuit, c'est entièrement diffusé gratuitement. L'annuaire, il est gratuit, l'application est gratuite, tout ce qu'on fait est entièrement gratuit. C'est financé par la pub, bien évidemment, mais il y a une couche basse qui est gratuite. Je sais que c'est pas bien, mais c'est le seul business model qu'on a trouvé. Donc, ça veut dire que si j'ai 1 heure à perdre, par exemple, ou 1 heure d'imprévu ou 2 heures d'imprévu, je me connecte sur l'application, je regarde, je clique sur la croix bleue de la Google Maps, j'appelle la personne, ah bah tiens, t'es acteur de la Silver Economy, moi aussi, je suis à 200 mètres de chez toi, on peut se voir, et ça permet à ce maillage de se faire. Si on arrive à faire en sorte que les gens se rencontrent, que les gens se fédèrent, etc., on aura fait notre job. Si en plus je m'en cache pas, si on peut en plus gagner un petit peu d'argent avec ça, tant mieux. Hein. Mais effectivement, ça crée de l'émulsion, ça crée de la valeur, ça crée des envies. Si on peut faire en sorte que les étudiants s'intéressent encore plus à ça, tant mieux. Mais dans les 1850, faut pas se leurrer, hein, il y aura des morts. Hein. Il y en a 2-3 qui ont disparu entre les annuaires de la première année et de la deuxième. C'est pas l'Eldorado, la Silver Echo. Hein. Votre grand-mère, c'est pas le marché. Hein. Il y en a qui arrivent comme ça sur la Silver Economy en pensant que leur grand-mère, c'est le marché. Parce que leur grand-mère est madame, vous utilisez une super tablette, j'ai vu, vous aviez 84 ans. Mais vous n'êtes peut-être pas le conforme à la plupart des gens qui ont 84 ans. J'en connais assez peu qui utilisent des tablettes aussi bien que vous, je vous ai observé tout à l'heure. Donc, notre grand-mère, c'est pas le marché. Il y en a qui arrivent sur le secteur en se disant, avec une intime conviction, mais parfois ils réussissent, parfois non. Et c'est pas parce qu'il y a des entrepreneurs qui vont se planter sur le chemin qu'il faut tout de suite crier, vous avez vu, cette Silver Economy, ce n'était qu'une bulle, ce n'était qu'un miroir aux alouettes ou un marché feu de paille. Donc il faut les accompagner, il faut fédérer, il faut expliquer ce que fait Sylvain Vallet, comment bien créer l'entreprise. Il faut qu'il y en ait l'an prochain encore 600 de plus, pourquoi pas un annuaire européen, on pourra travailler ensemble. En tout cas, nous on constate qu'il y a un vrai engouement. Et surtout, là le point peut-être, ça me traverse l'esprit à l'instant, c'est peut-être la meilleure idée que du développement de mon allocution. Il y a des grandes, c'est la porte ouverte. Il y a des grandes structures qui s'y intéressent. Le Grand, Doro sont des structures historiques, mais on commence à voir arriver Toshiba. On commence à avoir des gens de l'industrie automobile qui nous contactent. Alors, ils ont un peu peur, ils ont un peu peur de vieillir leur marque, on en a parlé. Mais ils s'intéressent à ce marché des seniors, forcément. On en parlait tout à l'heure. Hein. Je vous annonce, on peut l'annoncer ensemble. Hein. La Porsche est une voiture pour les seniors. Hein. La Porsche Cayenne, pardon. La Porsche Cayenne est une voiture pour seniors parce que c'est un SUV. Les autres aussi, oui, parce qu'ils ont les moyens. C'est autre chose. En tout cas, je ne vais pas monopoliser, mais tout à l'heure, on parlait de robotique. Les technologies, c'est formidable. On peut faire plein de choses avec elles. On est à l'âge de l'adolescence de pas mal de techno. On est en pleine adolescence du smartphone. C'est-à-dire que on a toutes les extrêmes de l'adolescence dans le smartphone. C'est un super outil de communication, on peut faire plein de choses, mais c'est un outil de désociabilisation dingue, c'est un outil de dénonciation terrible. Donc attention à ces technologies. La robotique, c'est un rêve pour certains. Je pense que c'est pour partie un rêve, ça peut être pour partie un cauchemar. Certains s'intéressent de très très près à ce qu'on appelle le transhumanisme. Je ne sais plus quel est le transhumaniste français qui dans toutes ses conférences dit
il pourrait le dire s'il était là, la personne qui va vivre 1000 ans est dans cette salle. Il commence tout le temps ses conférences comme ça. Faut faire attention quand même à cette logique-là, parce que la logique à l'heure actuelle, le transhumanisme est une logique élitiste, pardon. Donc attention à toutes ces technos, elles sont capables du meilleur, elles sont capables du pire aussi. Et je vais rappeler les 3 lois d'Asimov, un autre Isaac Asimov, qui a inventé le mot robot, qui est un mot robota qui vient du tchèque, qui veut dire travail, besogne, corvée. Et il a défini dans ses bouquins de SF les 3 règles de la robotique. La première loi, c'est ne pas porter atteinte à un être humain, ni en restant passif, et permettre qu'un être humain soit exposé au danger. Ça, c'est la première loi. La deuxième loi, ne pas désobéir aux ordres que lui donne un être humain, sauf si de tel ordre entre en conflit avec la première loi. Et la troisième loi, c'est protéger son existence en tant que robot, tant que cette protection n'entre pas en conflit avec la première et la deuxième loi. Si vraiment, dans les développements de robotique, on réfléchit vraiment à cette base-là, on fera peut-être attention à des développements de drones ou à des robots militaires qui sont en train de se mettre en place. Et je crois que vraiment, c'était des paroles de sagesse à l'époque, et qu'il faut tout le temps avoir à l'idée que les technos, on peut en faire des choses formidables, mais il nous faut des garde-fous. Il nous faut des garde-fous pour le marketing, pour les marketeurs qu'on est, qui ont envie de faire plein de choses. Donc je suis sûr qu'avec Anne-Sophie Parent, on aura plein de discussions à ce sujet-là. Mais il faut aussi des garde-fous pour les technologues qui parfois peuvent être dangereux. Merci beaucoup, Monsieur Pigné. Alors on va ouvrir un peu le débat maintenant à la salle, experts, acteurs, le panel, mais également la salle. Comment structurer cette filière Silver Economy en Wallonie? Ou prendre des exemples en Europe, dans la grande région, comment travailler à ce projet? Qui prend la parole? Eh bien, un en français, l'autre en anglais. Okay, so just to say, I'm coming from the European Commission, from the part dealing with developing new technologies, and we've had a very specific focus on demographic change and innovation across the wide spectrum we have been discussing. And also we have some non-research and innovation, but more political initiative, how we scale up innovation and how we create the thing that we need to really make it reality. And I think that's an important message also for a local initiative. I think these things are built from the local, but you also have to scale them. If you want to scale companies, you have to also make sure that this can be markets that are developing. And I think what we can add from the European level is to create a framework where you can share experiences, because we are working in small islands, but in fact we are talking about the same thing. So we have been doing a lot of things. For example, we have an initiative around age-friendly housing now. What are the features that makes homes age-friendly, and how can you leverage tax breaks or mortgage investment against features that are there? And for industry, that creates really a scalable European market where companies that go in there from the Silver Valley and others can actually have a global market behind them, because that's for the company very important. But it's also very important to be able to scale innovation rapidly. I think we all heard the challenge of how can you have this constant possibility of innovation translated into the real world, which is much more difficult. And I think that's where we, in any of these initiatives, we need to have all the components, because we're just investing in the research innovation, but not investing in the scaling up and where you can really benefit, then the whole thing is not very useful. So I think that's a key message. And from the European side, also just to mention, we are launching a big study on the macroeconomics of the silver economy based on European data, which is coming out here in the beginning of next year. We so far didn't have any European data. We had a lot of data from the US, but not from Europe. So this, I think, would be a good tool for policymakers in general to see what is the economic foundations that really impact when we talk about employment, when we talk about products and service sectors that are impacted in particular by the changing demographics. And thirdly, I think communication, I think, is really important, because I think one of the biggest problems we have is that most people, well, however old they are, don't see aging as a positive thing. And I think that's, when you talk about creating a positive communication around aging, this is a key thing, because without that, it will be very difficult to stimulate the economy and also our policies around that. So I think that's also a key thing not to forget. Eventually, most people, as I said, just want to be consumers. So the ideal world of silver economy is that these are just products and services that are attractive and are available in the market, and there are people buying them. And we know aging will be a key driver for smarter homes, for autonomous cars, for places that you can live in. So the bases are there, but it's mainly a communication exercise also both on the demand and supply side to really communicate that message. And so there are opportunities
for a balloon initiative to plug into the European frameworks. I don't want to take all the time, but we are working on things that can help to develop these initiatives and help them to scale, including also the investment side and other things, because also for the companies, I think the access to investment is a very important barrier for scaling up these things, and the time it takes from a startup to go is a critical thing, because if you don't manage in that time, you die. Okay, so I'll not say more now, but I'll say very happy to follow up afterwards and what we can do from the European level to help. Merci, M. Winkleff. Alors, Madame Parent, vous rejoignez toujours M. Winkleff de la Commission européenne? Oui, mais je vais aller même un peu plus loin, puisque ce que la Wallonie pourrait faire, et je vous encourage vivement, c'est de rejoindre le mouvement justement de toutes les parties prenantes intéressées, notamment via ce qu'on appelle le Covenant on Demographic Change, donc en français ça peut être la Convention sur le changement démographique, qui est un programme affilié au réseau global de l'OMS. On va le devenir officiellement une fois qu'ils auront clarifié les critères d'adhésion. L'objectif de cette convention, c'est de rassembler dans une même structure, donc c'est une ASBLI, la demande et l'offre, c'est-à-dire les acteurs publics, notamment au niveau local et régional, la société civile et ceux qui ont, donc le secteur privé qui a à offrir des solutions. Le but étant de créer des partenariats, pas seulement au sein d'un même territoire, comme vous voulez le faire et on vous y encourage fortement, mais de vous donner, à vous et à vos acteurs wallons, la possibilité aussi d'aller chercher des partenariats ailleurs en Europe. Ça, c'est l'objectif qui est soutenu par le partenariat pour l'innovation européen sur le vieillissement actif et en bonne santé. Peter le sait, quand on a commencé, on a fait une pression assez importante pour que les questions de vieillissement soient à l'ordre du jour. Ils ont très bien suivi, pas simplement parce qu'on faisait pression, mais parce que c'est évident que c'est un des grands défis sociétaux. Et quand ils ont lancé comme tout premier partenariat sur l'innovation, celui qui serait dédié au vieillissement actif et en bonne santé, on a fait partie du groupe de pilotage, on a discuté beaucoup, c'était à très très haut niveau, ça volait très haut, et beaucoup d'ambition. Mais concrètement, au début, on se disait ça va être une usine à gaz, ce truc-là. Il n'y avait pas vraiment de financement, ce n'était pas un programme de financement, mais l'objectif était là, mettre les gens ensemble et faciliter cette mise ensemble pour qu'il y ait des partenariats justement qui se créent et qu'on ne travaille plus chacun en silo et qu'il y ait la possibilité de se connecter avec les mêmes catégories d'acteurs, mais aussi en transversal et aussi ailleurs et voire même en vertical. Et bien après quelques années, ça a donné des résultats. On est, en tant qu'association H, très contents de ce qu'on a réussi à obtenir, la visibilité que ça a donné au niveau national, régional et local, la mobilisation que ça a apporté. Et on voit il y a une demande énorme. Donc, en tant que convention, parce que H a le secrétariat général de cette convention, puisqu'on a tiré ce projet depuis le début. Donc, ce sont les personnes âgées qui jouent leur rôle de citoyens actifs, là. Et donc, on travaille en partenariat avec des régions, des municipalités, d'un peu partout. Et on sent, mais aussi bien chez ceux qui peuvent être considérés comme les plus avancés que chez ceux qui savent et qui reconnaissent être vraiment loin derrière, il y a le même intérêt pour aller chercher et mieux comprendre ce que les autres ont déjà fait, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, les bourdes qu'il ne faut pas refaire, parce que tout le monde est devant le même problème, c'est qu'ils ont peu de moyens à investir. Et là, il vaut mieux l'investir de façon durable et d'une façon qui va donner vraiment des résultats. Et ça, c'est ce que l'Union européenne a apporté. Et je voulais le dire parce que ce n'est pas toujours évident de faire comprendre ce qu'on fait au niveau européen, encore moins de faire comprendre ce que l'Union européenne fait. Ça veut dire agir au niveau juridique, ça veut dire agir à lever des barrières. Et notamment, un des thèmes qui est sur la table dans le cadre de ce partenariat, c'est de voir comment certains systèmes, notamment de prise en charge, qui sont en train d'évoluer et devront évoluer à l'avenir, comment on peut tirer des leçons de certaines initiatives nationales ou régionales qui ont été déjà plus avancées dans leur réflexion, parce que c'est vrai qu'on va aller vers de plus grands partenariats entre le public et le privé, plus l'utilisateur ou le bénéficiaire,
Mais il faut que ce soit des partenariats qui tiennent la route et qui ne remettent pas entièrement la responsabilité de prise en charge qui font partie du modèle social auquel on tient beaucoup en Europe, c'est-à-dire tout ce qui est accès à la santé et à la prise en charge de l'autonomie, mais aussi à la participation, au soutien à la participation. Donc ça, ce sont des droits fondamentaux auxquels on tient beaucoup et qui nous distinguent un petit peu, par exemple, du marché comme il se développe aux États-Unis. Merci Madame Parent. Je me tourne vers Philippe Ledent qui, avec son expérience Grande Région, doit aussi pouvoir nous parler de partenariat. Moi, je dirais, je suis tout à fait d'accord. Il y a Talleyrand qui disait, il y a 2 siècles, je pense, que quand c'est urgent, c'est déjà trop tard. Je pense que c'est très urgent, qu'il n'est pas encore trop tard, mais que je ne peux pas m'empêcher de me dire qu'on a un luxe incroyable de pouvoir passer une matinée avec autant d'experts sur un sujet comme celui-là, parce que je connais des seniors aux États-Unis qui, à 80 ans, doivent encore travailler dans des McDo pour faire des petits métiers, parce que leur système de protection sociale est beaucoup moins développé que le nôtre. Donc, je reviens à ce que je disais sur la notion de crise. Je pense qu'il y a vraiment des dangers aujourd'hui qui pèsent sur le financement de la sécurité sociale en général, qu'il va falloir très rapidement trouver des solutions. Bon, je sais que certaines sont déjà en route, mais il faut aller beaucoup plus vite, beaucoup plus fort. Il y a à côté de ça, on l'a vu, des opportunités incroyables, à la fois pour permettre le bien, le mieux vieillir. Il y a des solutions qui existent, qui pourraient être très, très rapidement mises en œuvre. Ça pose beaucoup de questions, qu'elles soient politiques, qu'elles soient liées à des éléments aussi corporatistes, soyons clairs. Il y a des dimensions éthiques. Mais je me dis que le focus Silver Economy, en fait, on a pu voir en France l'effet d'entraînement que ça peut avoir, et c'est ça, je crois, l'élément le plus important, c'est que le fait de nommer une problématique, de la rendre, entre guillemets, positive, tout en ne minimisant pas les dangers qui sont là, peut avoir un effet d'entraînement positif sur toutes les parties prenantes, parce que je crois vraiment que c'est l'affaire de tous. Ça ne doit pas être l'affaire des politiques d'un côté, des entreprises de l'autre, des mutualités, de la santé et autres. Et donc je pense que c'est ça la véritable valeur ajoutée, de pouvoir nommer une problématique et de mettre en œuvre un certain nombre d'actions. Avec petite remarque pour terminer, je pense qu'il ne faut pas qu'il y ait il faut laisser les acteurs indépendants dans leur démarche. Je pense que le politique doit donner une impulsion, mais je crois effectivement que les acteurs doivent rester le plus indépendants possible pour mener à bien cette réflexion. Alors pour terminer, c'est vrai qu'au niveau de la grande région, il y a un cluster franco-allemand qui s'est mis en place. Je pense que c'est le tout début. Ça repose sur l'envie de la France dans sa filière de développer quelque chose. C'est en rapport avec notamment l'université de Saarbrück et un professeur qui est assez spécialisé dans le domaine. Donc je pense que à titre personnel, je crois qu'il y a vraiment une valeur ajoutée à sortir du territoire wallon pour mettre en réseau un certain nombre d'initiatives, de clusters et autres, dans un périmètre qui fait aujourd'hui pratiquement 15 millions d'habitants. Donc je trouve que c'est une valeur ajoutée. M. Zimmer, le réseautage, bonne idée ? C'est même pas une bonne idée, c'est juste vital pour nos sociétés. Aujourd'hui, si vous ne l'avez pas encore compris, vous allez à mon avis... non, mais c'est une réalité. Les entreprises sont dans ce qu'on appelle l'innovation ouverte. Tout le monde, et d'ailleurs vous le voyez bien, tous les systèmes pyramidaux, et j'en parlerai pas ici, mais même dans nos démocraties, il y a beaucoup de choses où il faut revoir la manière dont les acteurs travaillent entre eux, mais c'est pas trop mon sujet. Moi, je pense que si vous avez 100 000 euros, pour parler pratico-pratique, vous embauchez quelqu'un qui devient un animateur d'un cluster, et avec l'argent qui reste, vous structurez une feuille de route. Parce que ça a un coût quand même de structurer ce genre d'organisation. J'ai entendu tout ce qui a été dit, mais il faut raisonner aussi au niveau local. Enfin, il faut faire du micro, du méso et du macroéconomique. Ça ne marchera aussi que s'il y a des structures qui sont capables de relayer sur les territoires des politiques qui sont nationales, voire européennes. Et donc, moi, je pense qu'il faut... moi, j'en suis convaincu pour Silver Valley. Je vous dis 100 000 euros parce que c'était le budget qu'on avait il y a à peu près 5 ans, financé entièrement par les pouvoirs publics. Puis là, vous voyez, aujourd'hui, je vous ai parlé 10 fois plus avec un équilibre public-privé. Si bien qu'on a des comptes à rendre, j'ai envie de dire à personne et à tout le monde, parce qu'à personne, puisqu'on peut se permettre le luxe de dire au pouvoir public, écoutez, vous nous financez qu'à hauteur de 50%, et en même temps, on leur doit des comptes parce qu'ils nous financent aussi à 50%. Donc ce qui fait qu'il y a un engagement qui est mutualisé et un partage des risques. Et je pense que ce que disait madame tout à l'heure, la gouvernance, elle doit être participative. On doit retrouver, dans le conseil d'administration de Silver Valley, vous avez 16 administrateurs.
Il y a des acteurs qui représentent les personnes âgées, il y a des acteurs qui représentent des grands groupes d'entreprises, d'autres des petites, d'autres des pouvoirs publics. Donc on a réussi à avoir une organisation qui est équitable et participative. Et en termes de management, ce qui était aussi important, c'était qu'on ait un président, un trésorier et un secrétaire qui soient des chefs d'entreprise. Pourquoi ? Parce qu'ils sont pragmatiques. Enfin, c'est pas que j'ai des remarques ou ce genre de choses avec les pouvoirs publics, mais au moins quand vous confiez le bébé en fait à des entrepreneurs, vous savez qu'ils le font pas juste pour se faire plaisir. Bien évidemment, quand le président prend la parole, il y a sa photo dans la presse, donc sa photo est reliée à son entreprise qu'il dirige, mais également aussi parce qu'il a la volonté de faire avancer les choses. Donc je pense qu'il faut que vous réfléchissiez, pas juste comme ça chacun de votre côté, il faut vraiment réfléchir le problème ensemble et de se dire, bon bah voilà, les questions qui vont tout de suite être épineuses, comment on finance la structure, dans quel statut juridique, pour faire quoi, quelle est notre raison d'être, est-ce que dans 10 ans on existe encore, etc., etc. Je pense qu'il faut être très humble et très pragmatique. Merci. Jean-Bernard Gillet, quelle doit être la part du pouvoir public dans ce genre de structure ? Je ne sais pas si je suis la meilleure personne pour en parler. Je suis convaincu qu'il faut faire confiance au pouvoir public parce que c'est la seule manière de mettre le niveau d'exigence assez haut et puis de trouver un équilibre. Oui, je pense que moi, je n'ai pas perdu confiance en tout cas. Merci. Question de la salle. Je viens à vous tout de suite, Madame Dispo, monsieur. Voilà. Tout d'abord me présenter. Je m'appelle Philippe Drey. Je suis attaché au service public de Wallonie, à la direction de la formation professionnelle. Et entre autres matières, je suis en charge des relations internationales de mon département. Et c'est aussi à ce titre que je représente la Wallonie au sein de différents groupes de travail du sommet de la Grande Région, et notamment le groupe de travail Marché du travail du sommet de la Grande Région. À l'initiative d'un autre groupe de travail qui est le GT Questions économiques, nous avons été invités à être associés aux travaux de réflexion qui visent à permettre le développement d'une filière Silver Economy au niveau de la Grande Région. Parmi les réflexions qui ont déjà été abordées, il y a notamment le fait de miser sur la complémentarité des territoires. Il se fait qu'au niveau de la Grande Région, le Grand-Duché apparaît vraiment comme un pôle moteur, et donc les différents territoires n'ont pas intérêt à essayer de réinventer l'eau chaude, à essayer de se mettre en concurrence par rapport à ce qui se fait déjà par ailleurs. Nos amis français, j'entendais les interventions, ont pris beaucoup d'avance, ou en tout cas peuvent servir d'exemple par rapport aux services qui peuvent être développés en matière de création d'une filière économique en matière de silver economy. Mais je pense que miser sur la complémentarité des territoires, c'est aussi quelque part se mettre au service du territoire moteur au niveau économique de la Grande Région que peut être le Grand-Duché. Et donc, une digitalisation, enfin voilà, il y a toute une série d'outils qui permettent justement de faciliter les interactions entre les différents territoires. Et en termes de formation, là je parle plus de ce que je traite au quotidien. Philippe Ledan insistait tout à l'heure sur la nécessité de développer des formations continues et continuées qui permettent justement de rencontrer les nouveaux besoins liés à la silver economy. Je pense que c'est vraiment important pour la Wallonie de pouvoir proposer ce genre de formation continue, y compris à des ressortissants d'autres territoires que les territoires wallons. Il y a des instruments juridiques qui le permettent. Au niveau du groupe de travail Marché du travail du sommet de la Grande Région, nous avons planché sur la mise en place d'un accord cadre qui permet l'échange de stagiaires entre structures de formation des différents territoires de la Grande Région. Je pense que
cet outil-là n'est peut-être pas suffisamment exploité à l'heure actuelle en région wallonne. Et donc, l'idée que je pourrais soumettre au Parlement, ce serait de favoriser justement, de développer des outils qui permettent d'investir les potentialités qui s'offrent déjà à nous, mais qui ne sont peut-être pas suffisamment exploitées à l'heure actuelle. Je vous remercie. Merci, monsieur. Madame Dispo. Excusez-moi de prendre la parole encore une fois. Vous êtes au taquet, c'est très bien. C'est un appel que je voudrais faire, un appel à la presse. Parce que nous avons eu 3 jours de réunion intensive la semaine passée à Hatch. Et vous avez pu vous rendre compte du travail que Anne-Sophie Parent et son équipe abat. C'est extraordinaire. Nous avons eu 2 jours entiers de réunion à l'Union européenne des seniors, où nous essayons de transmettre des messages à nos députés européens. Et chez les aînés du CDH, nous travaillons intensément, régulièrement. Nous avons des propositions en ce qui concerne les maisons de repos, en ce qui concerne la santé, parce que nous avons des experts chez nous vraiment très intéressants et qui sont âgés. Ils savent de quoi ils parlent, des médecins qui sortent de charge, etc. Et donc, je trouve que cette expérience et ce que nous produisons comme travail, eh bien, c'est bien dommage. Nous ne parvenons jamais à ce que dans la presse, il y ait ne fût-ce qu'une toute petite ligne. Et bon, je ne sais pas comment il faut intéresser les journalistes, mais en tout cas, je fais un appel aujourd'hui. Voilà, merci. Merci, Madame Dispo. Oui, je vous écoute, Madame. Nous vous écoutons plus exactement. Martine Dupont, bonjour. Je me permets de rebondir sur ce que dit Madame Dispo et qui, en fait, est un petit peu une vision de la société et peut-être un petit début de conclusion là pour cette matinée. C'est que c'est la vision de la société qui doit changer, qu'on doit ramener effectivement le senior dans la société. Je pense que c'est important et qu'il soit entendu. Là, on a la chance d'avoir une dame qui est en pleine forme, donc elle n'a pas besoin de robots, elle n'a pas besoin d'assistance, elle n'a pas besoin de... Donc c'est formidable. Et il y a aussi toute cette tranche, évidemment, de seniors. Alors, le clivage, la fracture, elle se passe probablement au moment où on arrête de travailler. Peut-être qu'on devient senior à ce moment-là, au moment où on prend sa retraite. Je ne sais pas quelle est la définition du senior, mais toujours est-il que le senior, en tout cas à 55 ou à 60 ans, peut reprendre part dans la société avec du transgénérationnel, avec de l'entraide entre les personnes. Et je pense que revoir la société de cette façon-là, ce qui est certainement le rôle du politique, peut aussi solutionner pas mal de choses. Parce qu'à l'heure actuelle, je pense que beaucoup de personnes de 65 ou 70 ans vont voir le médecin parce qu'ils ne voient plus personne d'autre. Et donc, ils vont chez le médecin, ils ne sont pas bien, ils reçoivent un médicament, ils prennent leur médicament, ils oublient de le prendre, ils tombent malades, ils vont à l'hôpital. C'est un engrenage, en fait. C'est un engrenage parce qu'on a perdu ces places que devait avoir la personne qui devient âgée dans la société. C'est notre lot à tous. Donc, recréons du lien et je pense que beaucoup de choses vont se solutionner. Merci, madame. Merci. Monsieur. Oui, je me présente, Véron Sounda. Je suis jeune pensionné depuis le mois de juin. Donc j'ai travaillé dans le domaine de la chimie et puis j'ai fait de la stratégie pour ma boîte. Et maintenant, donc, je suis ici juste comme observateur. J'ai été invité par des amis que je remercie. Et je voudrais juste faire un commentaire parce que, sur ce que j'ai entendu. Et j'ai retenu juste 3 mots. Le mot, du moins, j'ai choisi de retenir 3 mots. Marché, innovation et puis alors modèle. Alors sur le marché, je voudrais simplement dire, j'ai compris, d'après ce que j'ai entendu ici, c'est qu'il y a un fameux marché pour, disons, les personnes âgées. Et ce marché, évidemment, génère des potentialités pour toute une série d'acteurs. Alors je me dis que certainement que ce serait pour répondre à des besoins, mais je comprends que quand il y a un marché, il y a 2 types de solutions qu'on peut proposer. On crée des besoins, mais qui ne sont pas nécessairement utiles, ou alors on répond effectivement aux besoins. Mais j'ai entendu qu'il y avait des efforts qui étaient faits pour écouter, entendre les besoins des personnes, des aînés, disons. Moi, je les appelle les aînés,
par pur respect. Donc ça, c'est le marché, c'est ce que j'ai retenu. Alors, il y a l'innovation. J'ai entendu aussi que dans tous les domaines, il fallait innover et encore innover. Et c'est très, très bien. Mais moi, je pense que l'innovation a des limites à un certain moment parce qu'on ne peut pas continuellement innover. Pourquoi je le dis? Parce que l'innovation est basée sur ce qui existe déjà. Et j'ai entendu que nous sommes au bout d'un modèle. Je donne juste un exemple. C'est que, par exemple, on crée des besoins pour des personnes âgées, mais ces personnes âgées, avec le système que nous avons, n'ont plus ou pas, ou certains d'entre eux, les moyens de satisfaire ces besoins. Moyens financiers, par exemple. J'ai entendu l'exemple des banques qui ne prêtent plus aux plus de 65 ans, par exemple. Alors je me dis que probablement que nous devrions aller vers un autre modèle. Et c'est mon troisième mot, le modèle. Je n'ai pas entendu suffisamment ici qu'on a un modèle, disons, on réfléchit à un modèle, à un changement de paradigme qui puisse permettre de rencontrer tous ces besoins et faciliter ce marché. Donc ça, c'est le commentaire que je voulais faire par rapport à ce que j'ai entendu. Et je remercie cette initiative parce que j'ai appris énormément. Merci. Voilà, merci monsieur. Et je crois que beaucoup ont appris énormément ici dans cette matinée. Trifoni, président du groupe CDH ici au Parlement de Wallonie, va conclure ce colloque. Oui, merci Philippe. Mais avant tout, je voudrais adresser mes remerciements à l'ensemble des participants et surtout des intervenants qui nous ont gratifiés aujourd'hui d'une tenue des débats de très très haut niveau. Je pense qu'on a appris beaucoup de choses et on a pu balayer l'ensemble des secteurs en prenant en tout cas conscience de ce qu'aujourd'hui l'allongement de la vie est un élément dont on doit tenir compte, est un élément qui fait évoluer la société et qui est un élément dont on doit tenir compte dans le nouveau modèle de société qui est le nôtre aujourd'hui. Alors j'ai envie de retenir quelques mots qui ont été évoqués de manière régulière. Les besoins, c'est vrai, il faut pouvoir créer des besoins, mais il faut avant tout répondre à des besoins liés à la personne du troisième âge et à tous les âges. Ça, j'ai entendu le message et vous avez raison, je partage ce point de vue. 2, je pense que le fait d'évoquer le troisième âge ne doit plus être un débat tabou ou stigmatisant. Donc dire que j'étais un petit peu surpris la semaine dernière à Paris, dans le cadre du débat qui a ouvert le salon Silver Economy, de ce que on ait abordé l'angle du troisième âge et la Silver Economy sous le volet éthique. Je trouve que c'est un faux débat. C'est un faux débat parce qu'il y a des besoins, il faut pouvoir y répondre et je pense qu'on ne peut pas se réfugier derrière ce débat dit éthique pour éviter la question. Je pense qu'on doit l'aborder frontalement, qu'il y a des besoins, on doit pouvoir y répondre, on ne doit pas se cacher derrière des mots. Et j'étais un petit peu gêné sous la manière dont les choses ont été abordées à ce propos. Je trouvais que le débat était très stigmatisant par rapport aux personnes du troisième âge. Et ça, moi, je ne peux pas, en tout cas à titre personnel, l'accepter. Troisième élément, dans les termes qui ont été employés aujourd'hui, les termes écoute, participation, collaboration ont été évoqués à la fois dans le cadre du milieu économique qui peut se créer, se développer, mais également à l'endroit des utilisateurs, des personnes. Et in fine, et c'est ça le plus important, et ce que je retiendrai aujourd'hui, c'est que le débat qui nous ramène la personne au centre de la question. C'est autour de la personne, avec la personne, en l'écoutant, en répondant à ses besoins, à ses attentes, que nous allons pouvoir relever ce défi de la fin de vie, de l'allongement de la vie et du bien-être, du mieux vivre. Ça, c'est le plus important pour moi. Et je pense que le débat, de ce point de vue, au niveau de la prise en considération de la personne et de l'être humain en tant que tel et sa place qu'il doit avoir dans la société jusqu'à la fin de sa vie, eh bien, c'est le plus important au travers des débats qui ont été amenés aujourd'hui. Enfin, j'ai envie de dire également, au niveau de la participation citoyenne, Madame, je partage votre point de vue. Je partage votre point de vue, et ici c'est un petit clin d'œil politique, mais c'est vrai que nous avons au niveau politique en Wallonie mis en place cette fameuse consultation populaire qui va pouvoir voir le jour très prochainement, qui rendra la voix à la population citoyenne, mais nous voulons également aussi que les citoyens puissent rentrer dans cette assemblée, puissent exprimer leur point de vue et puissent être entendus. Et je pense que des lieux comme aujourd'hui et des matinées comme aujourd'hui permettent à tout un chacun de
de s'exprimer, d'être entendu. Et croyez que les considérations qui ont été développées aujourd'hui, il en sera tenu compte dans les débats que nous allons aborder à l'avenir sur le thème de la silver economy. Et je tiens à vous dire que l'ensemble des débats, des échanges qui ont eu lieu aujourd'hui, vont faire l'objet d'un compte rendu sur un support papier qui sera à la disposition de tout un chacun si vous le souhaitez, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'enseignements qui ont été développés ce matin. Et donc ce support sera à votre disposition, à votre demande, en vous adressant au groupe CDH à l'attention de Madame Gustin pour pouvoir justement porter cette parole, ou en tout cas les enseignements que nous avons obtenus cette matinée, ailleurs que dans cette Assemblée. Et pour ma part, avec les collègues, nous allons, et j'ai entendu le message aussi politique, et c'est vrai, vous avez raison, ça c'est un enseignement que j'ai retiré du débat la semaine dernière de la visite à Paris, c'est qu'effectivement tout le monde loue l'action qui était menée par Madame Delaunoy et dans la foulée Arnaud Montebourg, et que les politiques ont initié la démarche. Et puis ils ont laissé grandir l'enfant qui devient aujourd'hui adulte. Et donc je pense qu'on est à un stade où nous devons créer cet outil qui nous permettra de mettre autour de la table l'ensemble des intervenants de la filière, parce qu'ils existent déjà, mais ils ne se parlent pas, ils ne se connaissent pas. Et donc nous devons les rassembler, faire en sorte qu'il y ait un outil où il y a une possibilité de créer une émergence de dialogue, de développement économique, d'intelligence au niveau des interactions que les agents doivent avoir entre eux. Et puis grâce évidemment à votre expertise et votre présence en témoigne aujourd'hui, il y a possibilité de jeter des ponts aussi au-delà de la frontière, outre Kievrin, mais également au niveau européen, parce que je pense qu'effectivement c'est un enjeu d'avenir au niveau européen. J'en terminerai pour ne pas être trop long, mais je m'en voudrais de ne pas remercier mes collaborateurs du groupe, qui ont fait un travail formidable sur ce dossier depuis plusieurs semaines maintenant. Et je tiens vraiment à ce qu'on puisse les saluer. Et je les en remercie en particulier Laurence Gustin, qui est notre secrétaire politique, mais Élodie Ladrière et Lucie Van den Bosch, qui sont les spécialistes de la matière. Je voudrais vraiment qu'on les applaudisse pour le travail qu'elles ont fourni. Merci en tout cas de votre participation qui en amènera d'autres, puisque nous allons évidemment, vous l'avez compris, prolonger ce débat dans les travaux parlementaires, mais nous aurons l'occasion également de procéder à des auditions. Et donc tous ces débats sont publics et vous êtes cordialement toutes et tous invités à y participer dans les prochaines semaines. Vous serez avisés de l'évolution de nos travaux. Merci pour votre attention, belle journée et au plaisir de vous retrouver. Dans l'intervalle, on va aller prendre le verre de l'amitié entre nous.